On ne saura que demain matin si le virus de la grippe aviaire dans l'Ain est le plus pathogène. Ce serait alors le premier cas de contamination d'un élevage en Europe. Dans le périmètre de sécurité, les contrôles sont drastiques avec la découverte de 5 nouveaux cas probables dans l'Ain. Un tiers du département est sous surveillance. L'épidémie de chikungunya à La Réunion, le dernier bilan toujours à la hausse, c'est de 157 000 personnes touchées. Sur place, les critiques se multiplient. On n'a pas su prendre toute la mesure de la catastrophe, alors que Dominique de Villepin est attendu dimanche sur l'île. Une décision de justice qui est une première en France. La Cour de cassation autorise l'autorité parentale conjointe à un couple d'homosexuels. 2 femmes qui, sous condition, pourront avec les mêmes droits veiller à l'éducation et à la prise en charge de leur enfant. La police dans les collèges, on sort désormais du débat pour passer aux premières expérimentations. 12 établissements des Hauts-de-Seine vont tester un policier référent dans l'école, un policier en tenue. Amsterdam célèbre le 400e anniversaire de la naissance de Rembrandt à travers ce dialogue entre 2 maîtres du clair-obscur, Rembrandt et le Caravage, 2 hommes qui ne se sont jamais rencontrés. Le Caravage est mort 4 ans après la naissance de Rembrandt, 2 génies de la peinture. Madame, Monsieur, bonsoir. On attend donc toujours ce soir la confirmation du virus le plus pathogène de la grippe aviaire, le H5N1, dont la présence ferait de l'Ain le premier département contaminé en France. Le résultat des ultimes analyses devrait nous parvenir cette nuit. Sur place, vous le savez, le plan d'urgence a été décrété, la zone contaminée sous étroite surveillance. Tout déplacement y est strictement contrôlé, une quarantaine que vivent sans psychose les habitants de la commune de Versailleux et des alentours. Benoît Gadret, Olivier Jacquelin. Des milliers de dindes euthanasiées qu'il faut évacuer de la ferme touchée par le virus. L'opération a pris la journée. Elle a été menée par des hommes spécialement équipés. Ils font partie d'une société de Bordeaux, agréée par l'État dans le cadre du plan d'urgence. La ferme de la Chapelle est comme mise en quarantaine, surveillée par les gendarmes dans les airs et sur terre. C'est ce vétérinaire qui hier a alerté les autorités. Appelé en urgence par l'éleveur, il a découvert l'hécatombe en pénétrant dans le bâtiment. Je me suis aperçu que 80% des dindes ne réagissaient pas, étaient très abattues. Donc on avait 80% de morbidité, non pas de mortalité comme il a été dit. Et j'ai dénombré 430 morts. Donc là, c'était plus le vétérinaire qui raisonnait, mais le vétérinaire sanitaire. Les 11 000 dindes euthanasiées ont été transportées à l'aide de 2 camions par convoi spécial dans un incinérateur de la région. Les bâtiments de la ferme font l'objet d'une décontamination et les résidus brûlés en quantité. L'éleveur et sa famille sont confinés dans cette exploitation. Ils sont suivis par une équipe du SAMU. J'ai eu des nouvelles de M. Claire, donc bon, apparemment ça va. Ils ont un traitement préventif, donc mais au niveau du moral, ils font face avec courage. Dans un rayon de 3 km, toutes les issues sont barrées par des patrouilles de gendarmerie. Seuls les riverains sont autorisés à pénétrer dans la zone après désinfection des roues des véhicules, à l'aide notamment de rotoluves. C'est pas nous les plus embêtés, on n'est pas éleveurs non plus, donc faut s'y résoudre, puis c'est tout, ça va pas durer trop longtemps. 2 villages de la Dombe, Versailleux et Joyeux, sont désormais un peu coupés du monde. Et ce soir, nul ne sait combien de temps cela va durer. 5 autres cas probables de grippe aviaire ont été découverts aujourd'hui, toujours dans ce même département de l'Ain, et ce sont désormais quelques 70 communes qui sont placées sous surveillance, un périmètre élargi au tiers du département, malgré tout une zone où l'on circule librement, sans inquiétude affichée. Benoît Bringer, Éric Jacquin. Chalamont, une petite commune des Dombes, à quelques kilomètres seulement de l'élevage suspecté d'avoir été contaminé par la grippe aviaire. La grippe aviaire, c'est bien sûr ici le sujet de conversation numéro 1. Mais chez les habitants, on refuse de céder à la psychose. Ça reste chez les animaux, tant qu'il n'y a pas de passage à l'homme pour l'instant, non. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, non. Ce que je plains, moi, c'est tous les éleveurs. Je les plains de tout mon cœur. Parce que les pauvres gens, il faut quand même qu'ils vivent. Autre crainte, notamment chez les commerçants, voir l'image de leur département souffrir de l'arrivée de la grippe aviaire. Après, les gens, est-ce qu'ils vont pas avoir peur de sortir et en effet de venir se promener dans la région, hein, c'est possible, vous savez. Et plus on en entend, et pire ça sera, c'est sûr. Bon. Désormais, le département de l'Ain est sous haute surveillance. Des hélicoptères de la gendarmerie survolent les étangs à la recherche de nouveaux cadavres d'oiseaux. L'inquiétude grandit chez les autorités sanitaires. 5 nouveaux cas suspects de grippe aviaire ont été découverts. Il y en a un ici, là. Il y en a un là.
Ne touche pas. Parmi eux, ces cygnes retrouvés Ah non, morts touche samedi pas. dernier par des chasseurs. Touchez pas. Faut pas toucher, faut pas le... La zone de surveillance a donc été élargie sur un tiers du département. 70 communes sont concernées. Dans ce périmètre, de nouvelles mesures ont également été prises pour protéger les élevages. J'ai ajouté une disposition, c'est que dans toute cette zone colorée en vert, les exploitations agricoles devront toutes avoir des pédiluves et devront naturellement les utiliser pour toute personne qui entrera dans l'exploitation, y compris pour l'exploitant lui-même. Protection renforcée également pour les volailles de Bresse. Les éleveurs situés dans la zone de surveillance devront désormais les confiner totalement. Et cette question de la protection des volailles contre le virus ne semble pas avoir une réponse unique. Le confinement n'est pas suffisant ou il est imparfait puisqu'à Versailles, les dindes ont malgré tout contracté le virus de la grippe aviaire. Alors comment s'est faite cette contamination? Deux pistes sont évoquées, le détail avec Nicolas Châteauneuf. Voici la ferme de l'Ain touchée par le virus H5N1, filmée quelques jours seulement avant que la maladie ne décime toutes les volailles. Celles-ci étaient pourtant isolées de l'extérieur, alors comment ont-elles été infectées? Première hypothèse, l'intrusion humaine. En temps normal, toute personne qui entre dans un élevage doit se changer et désinfecter ses pieds dans un pédiluve comme celui-ci. Si quelqu'un néglige cette procédure, le virus présent aux alentours peut être transporté sous les bottes par la fiente d'oiseaux sauvages. On peut aussi imaginer qu'il soit présent sur des mains non lavées ou même sur des vêtements. Deuxième hypothèse, la plus probable, celle de la paille infectée. Il y a 10 jours, l'éleveur avait changé celle de l'élevage. Problème, celle-ci était stockée à l'extérieur. Elle aurait alors pu être contaminée par le virus présent dans la fiente d'oiseaux évoluant aux alentours. Le virus se serait ensuite retrouvé à l'intérieur de l'élevage, entraînant la mort très rapide de centaines de volailles. Pour l'instant, impossible d'avoir des certitudes sur le mode de contamination. Mais désormais, les autorités sanitaires recommandent de limiter au maximum les accès aux élevages. On sait déjà que la filière avicole accuse le choc de cette grippe aviaire qui s'annonce. Globalement, les ventes ont chuté de 30%, mais en réalité, pas partout, ou plutôt pas de la même façon. Si la grande distribution subit la crise, les consommateurs semblent se tourner davantage vers la vente directe, privilégiant les petits exploitants. Ils achètent sur la confiance. Michael Repaz et Alain Darigrand. Jusqu'au dernier moment, Bénédicte Clerc prépare ses commandes avant l'arrivée des clients. La peur de la grippe aviaire fait bondir les ventes de poulets fermiers. C'est de l'ordre de 30% à peu près. Les premiers clients arrivent. Voilà. Alors que la consommation de poulet en grande surface a chuté de 30% en France, les producteurs fermiers ont le sourire. Effrayés par une éventuelle épidémie, les consommateurs préfèrent acheter leurs volailles directement à la ferme. Ça me rassure, oui. Je vois que c'est des gens qui savent très bien mener leur affaire, donc... Je préfère les acheter à la ferme que de les acheter en grande surface. Je sais que là, ils sont meilleurs. Ils se sentent rassurés, je vous dis, parce qu'on passe beaucoup de temps à discuter avec eux, à leur expliquer comment on produit et s'il y a un problème, comment ça se passe. Donc en fait, ils ont un interlocuteur pour répondre à leurs craintes. Et c'est essentiel. En cas de grave crise alimentaire, les consommateurs ont besoin de se rassurer. Pourtant, dans cette exploitation à taille humaine, les 5000 dindes, poulets ou canards sont élevés en plein air. Les volailles ne sont confinées qu'au moment des repas. Une mesure dérogatoire pour cet élevage labellisé bio. Si jamais on les laissait confiner, il y aurait une perte de notre agrément en production biologique, ça c'est certain. Par rapport à notre clientèle vente directe, il est très difficile de changer de mode de production. Cette hausse des ventes chez les producteurs fermiers est exceptionnelle. Elle est directement liée à la grippe aviaire. Le phénomène s'était déjà produit lors de la crise de la vache folle. L'autre affaire sanitaire qui occupe le devant de l'actualité, c'est évidemment l'épidémie de chikungunya qui ne cesse de s'étendre à La Réunion. Les derniers chiffres, constamment revus à la hausse, font état de 157 000 personnes touchées. Dominique de Villepin s'envolera demain soir pour Saint-Denis. Il devrait y annoncer un renforcement de la lutte contre l'épidémie, alors que sur place, de nombreuses voix s'élèvent pour dire que l'on n'a pas su prendre la mesure de la catastrophe. La polémique s'installe. Elle prend une vraie tournure politique. Jacques Cardoz, Guillaume Fautra. Lotion, spray, serpentin, dans le présentoir tout l'arsenal y est. Une offre agressive destinée à sensibiliser la population. Car aujourd'hui, les professionnels de la santé en sont convaincus, la chaîne médicale réunionnaise a pris du retard. Ces messages en créole, par exemple, ne sont apparus que récemment. On a pris du retard dans la mesure où l'épidémie remonte à mars 2005. Il y a un décalage entre le moment où on a détecté le problème et le moment où il a été vraiment pris en compte. Et la méconnaissance de la maladie n'arrange rien.
Lorsque le chikungunya apparaît début 2005, les services sanitaires ne s'en inquiètent pas. Pendant plusieurs mois, les cas ne sont pas recensés. Les chiffres qu'on nous a donnés sont en dessous de la réalité, mais bien en dessous de la réalité. Pour quelle raison? Pourquoi? Des chiffres en dessous de la réalité et des moyens dans la lutte anti-moustique qui tardent à venir, selon les aveux même du médecin militaire chargé de la crise. Je crois que le risque a été bien évalué. Le problème, il est dans les moyens qu'on a pu mettre et qui ont pu être mis, et quand est-ce qu'ils ont pu être mis à la disposition. Ce quotidien local est le premier à avoir évoqué la maladie dès juillet 2005. Le journal de Lille parle des manquements de la DRAS, les services sanitaires. À l'époque, personne ne réagit. Je pense que les gens pariaient sur une solution, j'allais dire, climatique du problème, c'est-à-dire que le moustique allait disparaître, et qu'en plus on n'avait pas encore mesuré la gravité. Désormais, les chiffres s'affolent. On parle d'un peu plus de 150 000 cas et 77 personnes décédées, directement ou indirectement, de la maladie. Et le pic de l'épidémie n'est peut-être pas encore atteint. Quant au ministre de l'Outre-mer, François Baroin, il était à Mayotte aujourd'hui. Il a annoncé une aide illimitée pour lutter contre l'épidémie. Et c'est loin de la Réunion que les chercheurs s'activent pour tenter de dresser la carte d'identité de ce virus difficile à saisir parce qu'il est mutant. Les laboratoires en France installés dans différentes régions sont au travail, mais la tâche est difficile pour mettre au point un vaccin et des médicaments. Evelyne Goldman, Marc de Lagenhagen. Le responsable, le voici, c'est ce moustique qui transmet le virus du chikungunya, à l'origine d'une maladie que les scientifiques identifient pour la première fois en Afrique en 1953. Pour autant, à l'époque, aucune recherche sérieuse n'est engagée. Alors aujourd'hui, on rattrape le temps perdu. Ceux des Seychelles, on ne les a pas reçus. Objectif numéro 1, établir la carte d'identité du virus. Pour l'instant, on a travaillé sur quelques séquences données qui ont permis juste d'identifier le virus. Donc le travail suivant est maintenant d'avoir sa cartographie complète pour mieux le cerner et également permettre aux équipes qui prennent le relais de travailler sur la partie qui les intéresse plus particulièrement avec la connaissance, la carte d'identité du virus correspondante. Ces recherches pourraient déboucher sur un médicament, mais pas avant 5 ans. En attendant, les chercheurs doivent impérativement connaître la proportion de personnes infectées. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est 15%, 50% ou 70 ou 80%. Ce qu'on veut, c'est justement avoir cette mesure et voir s'il faut se préparer à ce que l'année prochaine, il puisse y avoir encore une nouvelle vague éventuelle de maladie chikungunya ou si, au contraire, on est plutôt protégé. Et on devrait savoir probablement au cours des semaines qui vont venir où est ce niveau de séroprévalence, c'est-à-dire d'atteinte de la population réunionnaise par le virus de chikungunya. Ce niveau de prévalence est une information capitale pour les chercheurs car il souligne qu'une population bien portante en contact avec le virus développe des anticorps utiles pour combattre ce genre d'épidémie. La suite de l'enquête sur le meurtre d'Ilan Halimi, 2 nouvelles interpellations ont eu lieu aujourd'hui, alors que Youssouf Fofana est toujours interrogé dans les locaux de la PJ d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il nie toute implication directe dans le meurtre du jeune homme. Son extradition prendra un peu plus de temps que prévu. La justice française, pour éviter en fait tout risque d'annulation, a préféré choisir la procédure du mandat d'arrêt international qui vient d'être transmis aux autorités ivoiriennes. Amaury Guibert, Frédéric Guiraud. Selon les enquêteurs, il ne montre ni remords ni regrets. Youssouf Fofana se livre difficilement. Cela fait bientôt 48 heures qu'il est interrogé presque jour et nuit dans les locaux de la police judiciaire d'Abidjan. Les 2 policiers français qui assistent aux auditions espèrent mieux comprendre le déroulement de l'enlèvement et du meurtre d'Ilan Halimi. Le crime a-t-il ainsi une connotation antisémite? Youssouf Fofana a nié avoir tué Ilan Halimi à cause de sa religion, mais il a reconnu s'en être pris un juif, pensant que les juifs ont de l'argent, c'est ce que la justice pourrait considérer comme antisémite. Qui a organisé l'enlèvement? Le chef présumé du gang reconnaît en être la tête pensante, mais pas l'avoir mise en œuvre. Il impute d'ailleurs à ses complices les sévices et tortures infligées à la victime dans la cave et l'appartement de Bagneux. Qui a alors achevé Ilan Halimi? C'est pas moi, aurait déclaré Youssouf Fofana. Il nie avoir porté les derniers coups quand la victime a été abandonnée agonisante près de ce talus. Difficile pour le moment de cerner le fonctionnement du gang. Depuis vendredi dernier, la brigade criminelle a multiplié les interpellations. Mais il pense que les hommes de main de Youssouf Fofana courent toujours, comme la jeune fille qui a servi d'appât pour enlever Ilan Halimi. L'arrestation du chef présumé du gang pourrait accélérer ses recherches. Un mandat d'arrêt international a été transmis aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. La procédure d'extradition va pouvoir suivre. Mais Youssouf Fofana ne devrait pas être de retour à Paris avant plusieurs jours.
48 heures après le coup de théâtre judiciaire qui a vu l'acquittement des 2 commanditaires supposés de l'assassinat du préfet Erignac, sa veuve, Dominique Erignac, qui avait jusque-là gardé le silence, a accepté de se confier à Dominique Verdaillan et Abdel Zouyesh pour témoigner de son incompréhension. Elle se repasse le film du procès. Avec son avocat, elle tente de comprendre ce verdict auquel elle ne s'attendait pas. Un verdict qui la choque, elle et ses enfants. Un verdict qu'elle vit comme un nouveau traumatisme. Ça ne m'a pas du tout apporté d'apaisement. Ça me replongerait plutôt dans tout des tas de questions et de doutes. Pourquoi on dit une chose et après une autre. Enfin, je ne sais pas, moi j'ai confiance dans la justice de mon pays, j'ai toujours dit. Et là, je ne comprends pas. Je croyais savoir qui étaient les commanditaires, puisque on me l'avait dit. Et maintenant, ben, je connais le nom des exécutants, ceux qui ont assassiné mon mari. Pour vous, il y a forcément des commanditaires. Oui, oui, ça j'en suis persuadée. Je ne crois pas à quelque chose qui soit venu comme ça, par une idée saugrenue. Je pense que c'est quelque chose d'organisé, de voulu. Et je pense qu'il y a des commanditaires et que j'aimerais bien les connaître. Le procès d'Yvan Colonna, comment vous vivez cette nouvelle attente? Eh bien écoutez, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a jamais fini? Et nous vivons avec ça depuis tant d'années. Ça fait beaucoup d'années maintenant. On a l'impression qu'on n'en verra jamais la fin. Et ça, c'est vraiment dur de toujours penser à ça. La longueur, le temps, Bon, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, on fait avec. Et on apprend ce soir que le parquet général se pourvoit en cassation contre l'acquittement de Jean Castella et Vincent Andriuzzi. Dans l'actualité de ce vendredi, on retiendra également cette décision rendue par la plus haute instance judiciaire qui reconnaît pour la première fois l'autorité parentale conjointe chez un couple homosexuel. Concrètement, eh bien, la Cour de cassation autorise un couple de 2 femmes à veiller avec les mêmes droits à l'éducation et à la prise en charge de leur enfant. Une décision qui suscite bien sûr de nombreuses réactions et qui relancera sans aucun doute le débat sur le droit à l'adoption par les homosexuels. Anne Guéry, Romuald Bonin. Le champagne était au frais quand la décision de justice est tombée. Au travail, Sophie Marin ne s'en cache pas, elle est heureuse. On traque avec du plastique. La tienne. C'est qu'aux yeux de la loi, elle est désormais la mère de ses enfants. 2 petites filles nées par insémination artificielle. C'est Christine, la compagne de Sophie, qui les a portées. Alors ça, c'est un dessin de Camille. C'est un monsieur, une dame et des petits cœurs, donc ils s'aiment. Là, Camille dessine un monsieur et une dame, même si elle a en fait 2 mamans. Une biologique, c'est Christine, et une autre, Sophie, qui l'élève, mais jusqu'à présent sans existence légale. C'est ce que change la Cour de cassation en jugeant que l'intérêt supérieur des enfants peut justifier que l'autorité parentale soit partagée entre une mère et sa compagne. Ça veut dire que je peux dire s'il arrive un souci à mes filles, que oui, elle peut se faire recoudre, j'ai l'autorité parentale, je peux dire oui, je peux m'engager pour elle. Ça veut dire qu'à l'école, je peux représenter mes enfants, mais ça, je le fais déjà. Je veux dire, ça dépend. Je veux dire, la société, elle est prête, c'est ce que je vous dis. Je le fais déjà à l'école, je suis déjà secrétaire du foyer laïque, je le fais déjà tout ça. Mais maintenant, c'est officiel, je peux le faire. Voilà. Mais pour en arriver là, Sophie et Christine ont dû prouver le caractère stable et harmonieux de leur relation. Elles ont dû aussi démontrer l'épanouissement et l'équilibre de leurs enfants. Chez les homos, il y a autant de gens stables que chez les hétéros. La question ne se serait même pas posée si ça avait été dans un couple hétéro. La délégation d'autorité parentale, elle aurait été tout de suite donnée. Les messages de félicitations affluent. C'est une victoire pour les couples homosexuels, mais pour certains, une victoire en demi-teinte. C'est toute l'ambiguïté de cette appellation, c'est-à-dire que cette délégation d'autorité parentale ne fait pas de Sophie Marin le parent des 2 enfants. Autrement dit, si la maman biologique décède, la délégation d'autorité parentale s'éteint,
Les enfants sont alors considérés au regard de la loi comme orphelins. Bien sûr. T'as pas la Moi, j'ai haine. pas TF1, j'ai pas M6. T'as pas la haine, là. La police dans les collèges, on sort des débats pour passer aux premières expérimentations. 12 établissements des Hauts-de-Seine vont tester un policier référent dans l'école, un policier en tenue. Et si l'essai est concluant, Nicolas Sarkozy pourrait l'étendre partout en France. Aurélia Guillemin, Carole Gréco. Le collège Les Bruyères à Courbevoie, l'un des 12 établissements pilotes susceptibles d'accueillir régulièrement dans ses locaux un policier en uniforme pour lutter contre l'insécurité en milieu scolaire. Réaction mitigée des élèves. On se dit un policier dans une école. Ça fait quoi un policier dans une école? Ça fait bizarre. Il n'y a pas de problème dans cette école, juste à la limite des vols de portable, mais pas plus. Déjà, il y a une présence de caméras pratiquement tout autour. C'est vrai qu'en plus, s'ils rajoutent la police, ça va être très mal perçu par le collège. Moi, ça me choque pas. Ça peut empêcher qu'il y ait n'importe quel problème. Sécurité routière, prévention de la délinquance. Les policiers comme les gendarmes interviennent déjà dans les écoles. Mais cette fois, il s'agit pour un établissement donné de désigner un gardien de la paix référent, interlocuteur privilégié du chef d'établissement. Ses missions principales, rencontrer les élèves et les professeurs, faire des rappels au règlement, intervenir en cas d'incident grave, enregistrer des plaintes, même sur place. Ce principal d'un collège de Clichy-la-Garenne a accepté cette expérience, mais à certaines conditions. On n'attend pas de lui qu'il intervienne sur des petites bagarres, sur des questions de tenue, sur des questions d'incivilité de bas niveau. Lorsqu'on est sur l'acte grave, là, effectivement, sa présence est nécessaire. Mais dans ce collège qui n'a justement pas connu d'incident grave depuis 4 ans, les professeurs redoutent un mélange des genres. Le policier, avec ses missions de prévention, ça existe déjà. Donc s'il vient en permanence dans l'établissement, c'est bien pour réprimer. Et là, je n'adhère pas du tout à cette solution-là. 12 collèges des Hauts-de-Seine devraient prochainement bénéficier de cette mesure. L'expérience pourrait par la suite être étendue à l'ensemble du territoire. On l'a dit, Dominique de Villepin se rendra dimanche à La Réunion où sévit l'épidémie de chikungunya. Aujourd'hui, c'est à Lyon que le Premier ministre assistait à un exercice de simulation en cas de grippe aviaire. Un Premier ministre qui se veut sur tous les fronts, tous les terrains et qui affronte pour la première fois depuis son arrivée à Matignon le choc des sondages, une période de trou d'air. Alix Bouillaguet, Mathias Barrois. Ce matin, c'est un test grandeur nature. La prise en charge de passagers en provenance d'Asie du Sud-Est, supposés atteindre la grippe aviaire. Merci pour vous être prêté à ce scénario. Merci pour votre Mais le scénario politique de Dominique de Villepin, lui, prend une tournure imprévue ces jours-ci. Dans quelques jours, il fête ses 9 mois à Matignon. En guise de cadeau, des difficultés et des sondages qui décrochent. Pour le Premier ministre, pas de quoi dramatiser. Vous savez, dans la vie, il faut être capable de faire son travail sans état d'âme. Eh bien, nous faisons notre travail, nous assurons notre responsabilité avec le souci de l'écoute, avec le souci du dialogue, avec le souci de la concertation. Pour reprendre son envol, Dominique de Villepin multiplie sorties et gestes médiatiques. Et n'hésite pas à payer de sa personne. Dans l'Ain, il mange du poulet pour soutenir la filière agricole. Demain, direction La Réunion où sévit l'épidémie de chikungunya. Mais là-bas, on lui reproche d'avoir tardé à prendre la mesure de la situation. Dans la rue, on l'accuse d'être passé en force sur le contrat première embauche. Enfin, à l'Élysée, on le critique pour sa gestion dans le dossier du Clémenceau. Sur tous les fronts, Dominique de Villepin doit faire face aujourd'hui à plusieurs crises simultanées. Lui qui dit aimer les difficultés, le voilà servi. Pour pouvoir entrer aux États-Unis, il faut désormais être muni d'un passeport équipé d'une puce, un passeport biométrique. Or, la France est incapable pour l'instant de fabriquer ce type de document. Du coup, les files d'attente de touristes découragés s'allongent devant l'ambassade. Loïc de la Mornay, Guillaume Viard. 3 heures d'attente, 500 demandes par jour. Comme tous les matins, le consulat américain à Paris sature. La règle est simple, pour entrer ou transiter aux États-Unis, il faut impérativement être muni d'un passeport à lecture optique. S'il a été édité avant le 26 octobre 2005, vous n'avez pas besoin de visa. Mais s'il a été édité après, le visa est obligatoire. Entretien, documents, relevé de salaire, les procédures sont longues. Il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Vous avez moins de 46 ans? Mon voyage est prévu pour le 10 avril et là je ne sais pas encore, je tremble parce que peut-être que j'aurai pas tous les papiers nécessaires et je ne sais pas si je pourrai partir. C'est vraiment pour nous une sorte de désastre parce que nous avons
4 fois plus de sollicitants cette année que l'année passée, mais il y en a tant maintenant jusqu'à juin pour avoir un rendez-vous pour un visa. Résultat, 3 mois de délai minimum. À l'origine de cet embouteillage, le passeport biométrique exigé par les États-Unis pour entrer sans visa. Aujourd'hui, tous les pays concernés en sont équipés, sauf la France. Une action en justice oppose l'imprimerie nationale au ministère de l'Intérieur, qui avait décidé de confier le marché à une entreprise privée. Le gouvernement français apparemment toujours pas capable de donner le passeport biométrique. Apparemment c'était prévu le 1er mai, moi on m'avait dit le 1er janvier, donc j'ai attendu jusqu'au bout. En cas d'urgence, 6 ambassades américaines en Europe pourront vous délivrer un visa. Berlin, Berne, Bruxelles, Francfort, Londres et Madrid. Mais il faudra vous rendre sur place et attendre une semaine. Aux États-Unis, où l'affaire fait scandale, un véritable trafic d'organes a été mis à jour. C'est une entreprise de pompes funèbres qui officiait. Pascal Golomer, Douglas Higginbotham. Les escrocs sont souvent sans scrupules, mais Michael Mastromarino a dépassé toutes les bornes. Cet ancien dentiste s'était fait une spécialité de la récupération d'organes dans une morgue de Brooklyn. Un commerce légal et très lucratif aux États-Unis, jusqu'à 200 000 € par corps. Seulement lui se passait de l'autorisation des familles et subtilisait les cadavres avec la complicité de 3 employés de l'entreprise de pompes funèbres. Les corps étaient transférés de la salle d'embaumement vers une salle d'opération grâce à un ascenseur. C'est là qu'il récupérait les vertèbres, les os des bras ou des jambes et toutes sortes d'organes. Et pour que personne ne remarque rien, il remplaçait parfois les os par de simples tuyaux en plastique avant de remettre les corps dans le cercueil. Il falsifiait aussi les documents officiels. Ainsi, le corps d'Alistair Cook, un animateur de télévision, mort à 95 ans d'un cancer il y a 2 ans, fut présenté comme le corps d'un homme de 85 ans, mort d'une crise cardiaque. Anthony Dumer ne revient toujours pas. Son défunt père fut l'une des 1000 victimes de ce trafic qui rapporta à ses auteurs près de 4 millions d'euros. C'est une honte. Mon père ne méritait pas cela. Personne ne mérite cela. Ce qui inquiète la police, c'est que les malfaiteurs vendaient les organes sans même vérifier leur état. Des centaines de patients qui ont reçu ces organes risquent donc d'être victimes à leur tour du trafic, sans même le savoir encore. En France, Alain Afflelou passe la main. L'homme d'affaires dont le groupe d'optique porte le nom a décidé de vendre. Alain Afflelou, l'histoire d'une réussite à la française. Ce fils de boulanger a fait fortune et rapidement. À 58 ans, il pèse plusieurs centaines de millions d'euros. Des lunettes au club de foot, Cyril Zah. Il est myope, astigmate, presbyte, mais a fait preuve en affaires d'une acuité certaine. La réussite du lunetier le plus connu de France tient à une méthode, toujours la même, un subtil dosage entre coût marketing et mise en scène médiatique. Car de son image, Afflelou en joue. Le fils du boulanger pied noir de Sidi Abbès aime à rappeler ses débuts. Son arrivée à Bordeaux en 1962, sa montée à Paris, ses études d'opticien, son premier magasin, à peine son diplôme en poche, sur les rives de la Gironde. C'est là qu'il construit son succès. En 1978, il secoue le petit monde de la lunette en lançant des montures à moitié prix. Il commence à fédérer des boutiques en franchise, les candidats affluent, l'ascension est rapide, une centaine d'enseignes en 1985, 4 fois plus en 1993, mais Afflelou, c'est aussi le sport. Afflelou est fou de foot ? Oui. Le rachat des Girondins de Bordeaux, un club qu'il préside 6 années durant et dont il se séparera dans la douleur. Un problème d'identité dans une ville où pourtant tout lui avait réussi. Quand on réussit dans la vie, quand on est jeune, qu'on a des origines qui ne sont pas celles de tout le monde, eh bien je crois que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ce monde du ballon rond, il s'y brûle presque les ailes. Soupçonné de malversation en 98, puis blanchi, il quitte les pelouses, met les voiles et fidèle au sport devient en 2002 l'un des parrains de la solitaire du Figaro. Aujourd'hui à 58 ans, Afflelou décide de passer la main, mais on sait l'homme imprévisible. Il avait déjà par le passé annoncé son départ et sur le papier, il reste président du groupe qui porte son nom. Ce demain couvre le salon de l'agriculture et c'est toujours un événement, le salon qui reflète les crises du monde agricole. Il y a eu la vache folle, aujourd'hui eh bien c'est la grippe aviaire, les volailles sont privées de salon, les derniers préparatifs, Laurence de Scherf, Frédéric Faure. Quand on aime, on ne compte pas. Conviés au salon de l'agriculture, toute la famille des porcelets, papa et maman compris, vont passer une semaine en bonne compagnie. Celle des vaches. Le gabarit n'est certes pas le même, mais qu'à cela ne tienne, on se fera bien quelques amis. Même les lapins sont de la fête, mais il y a un bémol côté basse-cour. Les bêtes à plumes ont déclaré forfait. Grippe aviaire oblige, ils sont restés à la maison. Pour un éleveur, c'est vrai que de mettre
des coqs factices. Il y a un côté un peu triste, surtout que ça fait 25 ans que nous sommes présents ici au salon. Pas d'exposition, pas de concours, les éleveurs de volailles viennent quand même prêter main forte à leurs collègues. Objectif pendant le salon, expliquer leur absence aux visiteurs. Ils doivent considérer que ça touche plus l'élevage industriel que le petit élevage amateur tel que le nôtre, quoi. Et certainement qu'il y aura forcément beaucoup de visiteurs qui seront très étonnés, quoi. Étonnant, ce coq turc qui chante jusqu'à bout de souffle. Et toutes ces races rustiques que cet éleveur, contrarié, avait l'habitude d'amener au salon depuis 1976. On est fâché, je vous dis, parce que ça empêche nos associations de fonctionner, ça empêche de montrer nos activités, ce qu'on faisait depuis des décennies, c'est-à-dire la sauvegarde de la biodiversité des volailles, quoi. En attendant qu'ils retrouvent leur liberté, le salon de l'agriculture ouvrira ses portes demain au public. Cette année, seules les bêtes à poil auront la vedette. Les grands chefs se sont mis aux affaires. Au moment où le guide Michelin décernait ses étoiles, eh bien, nous avons choisi de nous intéresser au business des toques blanches, un savoir-faire qui s'industrialise. Christelle Marty, Lionel Langlade. Ces plats, ce sont des œuvres d'art. Peut-être une quenelle, tu vois. Là, on a le plat, là. Ce perfectionniste, c'est Guy Martin, grand chef aux 3 étoiles. Et pourtant, c'est le même que l'on retrouve sur ses plats cuisinés. Je crois qu'un grand chef qui prépare des plats met en valeur, justement, et rend possible l'accès à une certaine cuisine à un plus grand nombre. Une affaire qu'il prend au sérieux. Chaque semaine, dans son restaurant, il goûte ses plats sous vide et vérifie leur qualité. Guy Martin est l'un des derniers grands chefs qui s'est lancé dans l'industriel sans en rougir. Je ne pense pas que ma réputation en pâtisse, tout au contraire. Je veux dire, je suis dans une gamme qui s'appelle gourmet, donc c'est une gamme qui est haut de gamme. Et les ingrédients qui sont utilisés pour préparer cette gamme sont que des ingrédients frais, de qualité, les meilleurs qu'on puisse trouver sur le marché. Au rayon frais des supermarchés, c'est ici qu'ils se font connaître de tous. Joël Robuchon, Paul Bocuse sont les pionniers en la matière. Ces grands chefs sous vide se vendent bien, malgré leur prix 30% plus élevé que ceux des plats classiques. Ils sont bons, ils sont pratiques, mais je n'en prendrai pas toutes les semaines parce qu'ils sont un petit peu chers pour mon budget. Je trouve que c'est bien pour un célibataire ou pour un couple sans enfant qui ne veut pas cuisiner. Difficile de connaître les revenus qu'ils retirent de ces plats, mais ces chefs perçoivent entre 10 et 15% du chiffre d'affaires de ces produits. Une façon, pour certains, de rentabiliser leur restaurant haut de gamme, aux charges vertigineuses. Grâce à leur nouvelle notoriété, certains chefs espèrent aussi attirer à leur table des amateurs de haute gastronomie. On passe au sport avec une mauvaise nouvelle pour le ski français. À Turin, le slalom demain aux Jeux Olympiques se disputera sans Jean-Pierre Vidal. Victime cet après-midi d'une fracture du bras gauche lors de l'entraînement, le sportif a déclaré au cours d'une conférence de presse que sa carrière s'arrêtait. Malheureusement, voilà, le rêve se termine là-dessus. Amsterdam célèbre le 400e anniversaire de la naissance de Rembrandt à travers ce dialogue entre 2 maîtres du clair-obscur, Rembrandt et le Caravage, 2 hommes qui ne se sont jamais rencontrés. Le Caravage est mort 4 ans après la naissance de Rembrandt, 2 génies de la peinture, un face-à-face à contempler au Van Gogh Museum. Michel Montpontet, Vincent Bouffarti. Attirée par l'odeur du sang, la presse mondiale a fait le voyage. Un musée? Un ring plutôt. Où vont s'affronter 6 mois durant devant des millions de perdus, de géants, de poids lourds de la peinture. Pour les organisateurs, tous les ingrédients du succès sont là. La violence, le sang, la trahison, mais aussi le sexe. Tout le monde veut voir qui de Rembrandt, le Hollandais, ou de l'Italien Caravage vaincra par chaos. À la fin, je pense que tous les deux sont très forts. Et une fois c'est Rembrandt et l'autre fois c'est Caravage. Mais le public a son chouchou. Le jeune Rembrandt a 400 ans cette année, c'est son anniversaire. Visite dans ses vestiaires, ou plutôt dans ce qui fut son atelier, là où 30 ans durant il tenta de dompter la lumière hollandaise, le shadowboxing des peintres. Si Caravage est un danseur aérien, Rembrandt lui est un homme de la terre, de la matière, un cogneur. Pattes épaisses,
Mais du gras de ses pigments, il tirait une couleur d'une douceur infinie. Avec cette palette lourde, il écrivait légèrement une peinture du temps qui passe sur cette terre d'Amsterdam humide et lourde. Si vous marchez dans la boue ici en Hollande, vous avez la terre qui reste accrochée aux semelles. C'est ça sa peinture. C'est aussi quelque chose du sentiment de sa peinture, l'humidité d'ici. Et ces regards qui ne vous regardent jamais tout à fait sans le se souvenir un instant d'un rêve. Des regards d'eau, des regards de ciel gris, bien loin de l'Italie et de sa folie. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet, puis le point route Julien Pascal. 20h50 PJ, une soirée de polar. 22h50 Campus, présenté par Guillaume Durand. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.